ce que je Ouais. voulais dire aux gens, en fait, c'est que la vidéo à Audiofondine, ça a commencé un peu vraiment avec Grégoire. C'est-à-dire qu'on avait fait des trucs. Il fut un temps, on faisait des éditos de Noël pour Noël, des clips et tout. On se Ouais. marrait bien avec les copains. Et en fait, mais c'est Grégoire, Attends. ça remonte à quelques années maintenant, au moins 5 ans, 6 ans, je sais pas, Ouais. qui s'est dit bon, faudrait qu'on passe la seconde en matière de vidéo. Et ça a commencé au départ juste par du test logiciel et ça s'est vite appelé ORLP. Ouais. Après, Le on tout a eu premier, attends, je suis en train de. Vas-y, continue de parler, je suis en train de Ouais, chercher du coup. je crois que c'était Cubase, je crois le premier, il me semble. Ouais. Cubase. Cubase. Après, on a eu un podcast sur un format un peu plus interview qui s'appelle LPDLP. Hein. Tout ça, alors tout ça existe encore, hein, même si c'est plus rare. Et puis, pour vraiment, le problème sur ces émissions, c'est que souvent les délais de tournage étaient un peu longs. Il y a eu Covid en plus. Et la question après Covid s'est posée de se dire tiens, est-ce qu'on peut pas faire un truc qui soit un rendez-vous hebdomadaire et tout. Et c'est vraiment là l'initiative de Grégoire encore hein, qui s'est dit bon bah voilà, je vais faire la matinale, tu fais quoi toi? Bah moi je fais 2 minutes. Et donc voilà, elle est née comme ça cette matinale avec l'idée de vous donner les news, un coup de projo en tout cas sur 4 news chaque semaine. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent un bordel, à plus forte raison quand il a des invités, mais c'est un bordel technique, en fait, de faire de la vidéo. Et que, contrairement à ce que laisserait penser le beau fond rose qu'il y a derrière, ce n'est pas une incrustation, c'est bien chez Grégoire. Oui, c'est bien chez moi. Et ce n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire. Oui, c'est plutôt petit, effectivement. Alors là, je suis en train de regarder, parce que en fait, faut savoir que les channels YouTube, alors attends, est-ce que tu vois Audiofanzine, en fait, on a 2 chaînes YouTube. On a une chaîne en français. Et toi, quand on va le plus loin possible, on tombe là-dessus, donc on refait le patch il y a 7 ans. Mais en fait, avant ça, on avait une chaîne, en fait, où on avait la chaîne originale, sur laquelle, pour le coup, c'est ça les premiers, c'est ça les vrais premiers. Effectivement, parce que en fait, sur Audiofanzine, au début, on faisait surtout des vidéos de salon. Regardez, quand on remonte vraiment. J'ai vu, on refait le patch plus bas. Ouais, non, mais là, on est même avant. Hein. Voilà, j'essaie de remonter le plus loin possible. Allez. Oui, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos de salon. Avant, la vidéo, c'était vraiment la vidéo. C'est quoi ça? Pourquoi il y en a une Keyboard 4? C'est quoi ça? Ouais, c'est moi. Voilà. Il y a une époque, il y a 12 ans, c'était ça le channel d'Audiofanzine. Alors là, on fait de la spéléo, hein, attention. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Audiofanzine où nous allons découvrir ensemble le RME Total Mix FX, la console virtuelle livrée avec la nouvelle interface audio Fireface UFX. L'interface graphique est découpée en 3 parties avec en haut les entrées hardware, au milieu les retours logiciels et en bas les sorties hardware. Il est possible de passer en mode 2 lignes en cliquant sur le bouton Close. Ah, c'était bien, hein. 12 ans, putain, 12 ans. Ah là là, mais attends, mais il y a pire. Ah ouais, la première vidéo, ah non, c'est il y a 12 ans, la première vidéo. Ok, attends, vas-y, on va ressortir des dossiers, là. Donc là, c'est pas nous. Donc là, c'était le Messeux. Ah oui, une visite d'usine que j'avais fait à SE Electronics. Mais c'est quoi, ça? Oh non! Chez Audiofanzine, le son c'est notre passion et on sait que c'est la vôtre aussi. Vous êtes nombreux à attendre le test du pod HD et nous venons de recevoir la bête. Donc déballage tout de suite. C'est très respiration de serial killer derrière. Voici la bête, ah oui, les un pod HD 500 qu'on vient de recevoir. Ah oui, c'était même pas drôle en plus. Déballer tout ça. Oh c'était vraiment un unboxing sauf que tu sors des chiottes. Joli, hein. Je me souviens qu'il y avait des mecs pensant que j'étais vraiment allé aux chiottes qui avaient dit putain tu t'es même pas lavé les mains en sortant des chiottes. Donc il n'y a plus qu'à brancher la guitare. Donc on branche. Petit côté Pierre Bellemare et Maryse. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à brancher
la guitare ici. La Gretsch. Et en exclu, voici les premiers sons. Je l'ai toujours cette guitare. Poisson d'octobre. J'aime bien vous vous êtes fait rigoler. Ah ouais, j'avais complètement oublié le poisson d'octobre. Oh putain. Je pensais que c'était une vraie vidéo après. Ben ouais, non. Au début, effectivement. Ah ouais, non, on prenait oui, tout ça, ouais, pour vous dire, on prenait quand même ça très au sérieux, les vidéos. Grave. Enfin, la matinale, c'est quand même bien plus récent que ça. Oui. Bah attends, on va regarder la première. Attends, d'ailleurs, je crois qu'il y a une playlist. Alors, c'est possible sur la première matinale, je pense, qui est assez rigolo. C'est qu'à mon avis, au début, tu réglais un peu tes lumières. Ouais, je crois que sur les toutes premières matinales, t'as un bronzage, mais j'ai l'impression que t'as fait beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'Audiofanzine. C'est le nouveau rendez-vous pour parler d'actu autour du son, de l'audio et des instruments de musique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ça. Et puis, c'est parti. Générique qui n'a pas changé. Là, effectivement, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Alors, on commence la matinale avec une première news. Je peux vous dire aussi que le générique, il y a eu d'autres versions de ce générique. Alors, pas tant de l'animation et tout, mais Grégoire composait le générique et alors, il venait de passer quelques années même, à rebosser la théorie musicale. Et alors, au début, il était parti dans des trucs hyper compliqués, quoi. En disant, ouais, mais tu comprends, je mets du mixolydien avec du dorien, c'est tellement trop cool. Je me souviens de ça. Et du coup, il a après vachement simplifié pour obtenir le générique qu'on obtient aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Mais en tout cas, il y avait Complete 13. On est à combien, nous RX8. Il y avait du Plugin 14. Eventide et Arturia et UVI. Il y a 5 news. 14, ah ouais, j'avais fait 5 news, dis donc. 12 minutes 3, qui est bien. Donc voilà. Donc voilà la première matinale. C'était quasi que du soft. Hein. Ouais, en plus, ouais. Après, dans le, ça n'a pas tellement changé. Après, oui, c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est 4 septembre 2020, donc ça va, quoi. Ouais. Rentrée 2020, exactement. Ouais. Yes. Bon, bah écoutez, on va faire un petit point du coup, justement, parce qu'on s'est dit avec Arnaud, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Est-ce qu'il y a des choses à retenir dans ces 2 dernières années? Donc on a retenu pas mal de choses quand même avec Arnaud. Il s'en est passé des choses dans le milieu de l'audio et des instruments de musique. Notamment, on a fait une petite section que j'ai appelée la section business rachat fusion, parce qu'il s'est passé pas mal de choses à ce niveau-là. Notamment Soundwide. Donc Soundwide, c'était ça. Soundwide, c'était le mariage entre Native Instruments, Isotope, Plugin Alliance et Brainworks. Alors ça s'est fait en plusieurs temps, il me semble. Tu te rappelles toi exactement comment ça s'était fait? Je crois qu'au départ, attends, je réfléchis. Je crois que d'abord ça a été Native Instruments, Isotope. Et puis après, il y a Plugin Alliance qui s'est ramené dans le bazar. Mais du coup, oui, truc hyper impressionnant. Oui, je crois même être sûr. Hein. Mais du coup, oui, on s'est dit, là, on tient un mastodonte parce que Native était déjà hyper leader, notamment sur le domaine des instruments virtuels avec sa Complete qui a un prix canon. Et en fait, le seul truc qui leur manquait, c'était à la fois peut-être justement plein d'émulations comme peut en procurer Plugin Alliance via Brainworks, et puis à la fois des plugins high-tech, justement tout ce côté un peu les algos foufou, ils n'avaient pas ça, ils ont trouvé ça avec Isotope. Donc c'était une grosse annonce, mais c'est pas la seule, c'est-à-dire que on a vu pas mal d'acquisitions. Récemment, on a eu, encore ça a surpris tout le monde, on a eu Image9, donc les gens qui font FL Studio, qui ont racheté UVI, les Français d'UVI, et qui ont racheté aussi Melda, Melda Productions. Et puis même dans d'autres trucs, je me souviens aussi, c'était Universal Audio qui à un moment s'est payé une marque de micro. Pour faire les sphères notamment. Voilà, et donc globalement, je sais plus, il y avait quoi d'autre comme... Presso Fender, oui, ça t'en as parlé.
Fender qui rachète Presonus. Presonus. Enfin, on voit en tout cas que sur ces 2 dernières années, on est sur une phase de concentration du marché. Alors, à la fois, acheter une boîte, ça va permettre de se diversifier, mais surtout, voilà, le marché se concentre. Et alors, ça laisse vraiment s'interroger sur ceux qui arrivent à rester indépendants. Vont-ils y arriver ? Parce que effectivement, quand on a des mastodontes comme ça, avec une énorme puissance marketing et tout, c'est dur de rivaliser. Voilà. On est toujours en train d'essayer de voir ce que ça donne. Il y a un truc qui est clair, en tout cas, c'est que les prix sont tirés vers le bas. Alors pas forcément suite à ces rachats, mais de manière générale, les prix sont de plus en plus bas sur le marché du soft, en tout cas. Ouais. En tout cas, oui, Native, on a effectivement tout de suite vu le côté où il y a des bundles assez foufou maintenant avec Native et Isotope. Ouais. Après Native, je trouve que ça met toujours un petit peu de temps à bouger, mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé chez Native Instruments en interne, au niveau de la gestion d'entreprise et tout ça. Et c'est vrai que le fait de le rapprochement avec Isotope fait qu'aussi il y a beaucoup de postes qui ont changé et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, il s'est passé des choses. Alors il y a eu notamment, ce que j'ai noté, je crois que c'était une des premières matinales, il y a Machine Plus qui est sorti. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand on m'avait annoncé ça, je m'étais dit waouh, ça c'est quand même une grosse nouveauté parce que un machine totalement indépendant, qu'on n'a pas besoin de brancher un ordinateur, je trouvais ça vraiment cool. Et surtout que il n'y avait pas de batterie intégrée, mais on pouvait quand même bidouiller et mettre une batterie externe USB et ça marchait quand même. Après, est-ce que sur le long terme, Machine Plus a tenu toutes ses promesses ? Pour moi, pas complètement. Notamment, apparemment, alors j'en ai jamais eu entre les mains, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent notamment de la puissance du processeur. Et que voilà, c'est parce que je crois pas qu'il soit passé au ARM, en fait, au processeur ARM. Pour machine, je crois que c'est un processeur x86 tout à fait normal. Et oui, en gros, voilà, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est pas l'optimisation est pas ouf, mais c'est surtout que c'est au niveau hardware où voilà les capacités du processeur est pas folle. Donc faut peut-être attendre effectivement une deuxième version qui sera peut-être un peu plus à la hauteur. Mais c'est vrai que Native, je trouve que ça met du temps à bouger quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi Arnaud, mais c'est... En fait, disons qu'on a l'impression que c'est une boîte qui au départ a fait beaucoup d'efforts pour installer des plateformes. Et puis maintenant, ils sont dans la gestion de ça. Et c'est plus une gestion marketing, on a l'impression. C'est-à-dire qu'on sort plein de banques pour machines, on sort plein d'instruments virtuels un peu thématiques de plus en plus ciblés. Et ça déroule, en sachant que la manne qu'ils ont, c'est que les gens qui sortent des box pour Contact ou pour Reactor obligent justement à acheter Contact au Reactor ou reversent en fait des royalties à Native. Donc en fait, le truc est bien rodé, mais c'est vrai qu'on les sent plus aussi conquérants et dans un délire d'innovation qu'ils ont pu l'être à l'époque. Et ce qui est marrant avec Machine, ce que tu évoques, le fait que côté pros ce soit un peu faiblard, ce qui est marrant, c'est que c'est le mouvement inverse. C'est ça qui est drôle, c'est que eux ils étaient sur un truc software qui fonctionnait avec le processeur de l'ordinateur et puis ils en font un truc autonome. Et puis on a exactement le mouvement inverse avec Universal Audio qui a passé ses plugins là récemment en natif, ce qui est presque une forme de désaveu justement de la puissance des DSP, parce qu'en fait, il faut le savoir, on est c'est vraiment une petite industrie l'audio, et voilà, ils n'ont pas les moyens de se payer les processeurs qui tuent qu'on a chez Intel, Apple ou je sais pas quoi. Donc voilà, en général, c'est des petits pros ou des vieux pros. Les premières UAD, je crois, c'était un processeur de carte graphique pour vous dire. C'est des Shark, je crois que c'était des Shark. Et du coup, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on voit donc à l'inverse de Native Instruments, Universal Audio qui prend les plugins UAD et les fait en version natif sur abonnement d'abord et puis maintenant à l'achat. Donc voilà, c'est assez rigolo quoi. Ouais. C'est vrai que c'était un truc aussi qu'on a noté, notamment quand on a regardé un petit peu les 2 dernières années et demie, c'est justement l'arrivée de la modélisation encore un peu plus, notamment avec les casques, dans les casques avec le Slate VSX. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est ça, c'est le casque de Slate. Je sais pas si... En fait, moi, c'est hallucinant. J'ai toujours pas essayé ce casque. Enfin, il a été testé sur Audiofunding, mais j'ai pas eu l'occasion de le chausser. 9 sur 10, s'il vous plaît, regardez ça. Ouais.
et Award Innovation. Et en fait, j'ai pas entendu. Et les gens qui l'ont testé, c'est des gens de studio, c'est-à-dire c'est des gens qui mixent, enfin qui ont une vraie expérience du studio et qui ont trouvé ça hyper pertinent. Je pense pas je pense qu'ils se sont fait surprendre par le casque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je n'ai entendu dire que du bien de ce produit. Enfin, pas de sa gueule, parce qu'on peut pas dire qu'il soit hyper beau, mais dire que c'était efficace, c'était pertinent en fait. Et même chez des pros, on entend dire ça. Donc, je suis très curieux de l'essayer à mon tour. Non, moi, le seul truc que je pourrais reprocher à ça, c'est vrai que j'ai pas pu essayer non plus, mais c'est vrai qu'il me donne très envie. Mais le seul truc que je pourrais reprocher à ça, c'est vrai que le casque en lui-même, du côté hardware, je trouvais pas fou, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça dommage d'être obligé d'acheter un casque. Moi, c'est ce qui me retient un petit peu de l'acheter. C'est que des casques bien, j'en ai déjà plein. Et bien assez. Et c'est vrai qu'une solution un petit peu comme fait Sonarworks, mais qui permettrait de garder son casque, qui serait très capable de faire ce que fait le VSX, en fait. Et une solution uniquement logicielle qui s'adapterait à ton casque perso. Je trouvais ça encore mieux. Je trouve ça, moi, ça me fait un petit peu chier de devoir acheter un casque, quoi, qui en plus c'est pas moi, ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est de ce que je vois du casque, il n'y a rien de démontable. Il y a rien de. C'est-à-dire, je me dis, je sais pas si dans 2 ans les oreillettes sont mortes, est-ce que tu peux les remplacer ou est-ce que tu es obligé de racheter un casque? Là, je crois qu'ils vendent même pas. Tu sais quoi? Je crois qu'ils vendent même pas le casque, sans la licence, quoi. Et je crois que j'avais entendu dire que oui, en gros, si tu casses ton casque ou tu le perds ou quoi, faut racheter la totale, quoi. Tu vois, bon. C'est un peu Oui, et justement, là, on retombe sur les thématiques du mois vert, c'est-à-dire le souci de la durabilité. Et voilà. C'est pas un produit, c'est-à-dire à la fois techniquement ça a l'air au point, il y a plein de gens qui sont très enthousiastes à propos du produit, mais on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment pensé durable, quoi. Donc, exactement. À voir exactement. Et puis il y avait les micros UA. Voilà, la modélisation, tu t'en parlais. Les micros Universal Audio, et là aussi on était très surpris parce que ça fait longtemps qu'il y a Antares d'ailleurs était un des premiers à proposer de la modélisation de micros. Je me souviens, ils avaient fait un plugin il y a 20 ans de ça, c'était genre comment transformer ton SM58 en U87, ce qui faisait rire beaucoup de monde parce que ça ne marchait pas évidemment. C'était juste une convole, une courbe de réponse en fréquence qui était appliquée, quoi. Et en fait, à notre grande surprise, là c'est pareil, le micro on l'a fait tester par un professionnel, c'est-à-dire un mec qui a des super micros chez lui, et en fait il a trouvé ça bien. Et à notre grande surprise, le retour sur les pros est vraiment bien sur ces produits, c'est-à-dire la technologie à modélisation sur les microphones semble donner des choses intéressantes aujourd'hui. Donc ça, c'est étonnant aussi. C'est des choses qu'on n'attendait pas. À l'époque, c'était les micros Townsend, mais ça a été racheté par Universal Audio, en fait, Townsend, et ils ont rebrandé, mais c'est les mêmes micros. Voilà, ils ont juste sorti une version un peu moins chère, que j'ai testé d'ailleurs en vidéo, que vous pouvez trouver, vous faites Sphere LX, je crois. Voilà, j'ai testé en vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo sur Audiofanzine si vous voulez, mais sinon oui, c'est les Townsend là-bas. Il n'y a pas de différence. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait noté aussi? Oui, alors il y avait dans les gros produits aussi qui avaient fait parler, il y avait le Polybrut aussi. Alors attends, avant de parler de ça, pour finir sur la modélisation, il y a un truc aussi qui est arrivé récemment, c'est le... alors, c'est pas de la modélisation. Ah oui, tu voulais parler des camper-like. En fait, je voulais parler, c'est pas de la modélisation, mais c'est de la virtualisation, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que le camper, ça a été un truc, on vous parlait tout à l'heure pendant l'émission de JHS, qui fait une super émission, et récemment, JHS, il a surpris tout le monde, parce que, en fait, il y a longtemps, ils avaient fait une émission sur le camper en disant qu'ils trouvaient ça vachement bien quand même, et c'est des mecs qui sont des dingues de matos analogiques, qui ont des vieilles pédales qui ont 50, 60 ans et tout, et en fait... il fait récemment, il a fait une émission pour dire les mecs, vous savez, tout le son qu'on fait depuis 1 an et demi sur la chaîne, on le fait avec un camper. Et en fait, et on voit donc le camper, c'est vraiment la solution qui a amené la maturité, c'est-à-dire que même les pros se disent putain, ça marche quand même super bien. Parce que c'est vieux le camper en plus. Voilà. Au début, quand c'était encore l'époque du pod, il y avait des critiques. Il y avait c'est pas la même dynamique, on retrouve pas le feeling de jeu et tout. Et c'est vrai qu'avec le camper ou les trucs de Fractal FX ou Neural DSP, on a passé un cap ces dernières années. 2012, le test sur F. Voilà, tout à fait. Et c'est une tuerie. Toi, t'en as un camper d'ailleurs. Ouais.
c'est une tuerie. Et là, en fait, la nouveauté dans ce domaine-là, c'est que visiblement, IK Multimédia nous propose la tuerie en soft, et donc à un prix bien moindre. Avec la Tonix. Même s'ils sortent un pédalier aussi. Hein. Mais le Tonix en soft, je ne sais plus combien il vaut. C'est vrai que c'était le seul. Alors, pour expliquer bien la différence, c'est que les pédaliers comme le Helix, comme notamment ce qu'on retrouve chez Fractal, c'est vraiment de la modélisation. C'est-à-dire que ils modélisent les composants en fait, d'un vrai ampli pour reproduire le son de l'ampli. Là, le Kemper, en fait, là où c'était différent, c'est qu'en fait, vous branchiez carrément votre tête d'ampli à vous, ou une vraie tête d'ampli, et en fait, il prenait l'empreinte sonore en envoyant du signal dans la tête, en envoyant ce qui en ressortait, entre guillemets, et puis il prenait vraiment l'empreinte sonore. C'était les premiers à faire ça. Et c'est vrai que depuis... Bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans, en 2012, et c'est vrai que récemment, il y a eu le Quad Cortex de Neural DSP. Alors attends, Quad Cortex, qui vont sortir à peu près la même chose. Donc Neural DSP, ils se sont fait connaître avec pas mal de plugins notamment, mais en 2022, non c'était même plus vieux que ça je crois, mais en gros ils ont sorti un pédalier qui permet grosso modo de faire la même chose, mais qui coûtait lui aussi, parce qu'un Kemper ça coûte 1500 balles, je crois à peu près. Le Quad Cortex, je crois que c'est même encore plus, c'est 1008, donc c'était des solutions assez onéreuses. Et c'est vrai que IK Multimédia, ils sont arrivés déjà en premier lieu avec Tonix, un plugin en fait. Dont le test aussi est dispo sur Audiofanzine ici, qui faisait la même chose en fait, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir une interface audio avec une sortie Reamp, donc eux ils en vendent aussi IK, mais ça peut marcher avec n'importe quelle interface audio ou utiliser un boîtier de reamping si vous voulez, et donc un plugin qui coûtait ça coûte quoi, 100 balles quoi, je crois. En plus, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Mais oui, en tout cas, ça démocratise à mort, quoi. C'est-à-dire qu'on est quasi suivant les modèles dont on parle en hardware, sur des trucs 10 fois plus chers. Avec en plus une intégration à Amplitude 5. Ils ont sorti ça. Donc clairement, avant, dites-vous qu'il y avait que du matos, du gros matos à plus de 1500 € qui faisaient ça. Donc eux ils avaient avec ce plugin, et très récemment d'ailleurs, je vais faire une vidéo très prochainement parce que je l'ai avec moi, la Tonix, ils ont sorti la pédale Tonix en fait, qui est rigoureusement donc la même chose que le plugin, mais dans une petite pédale. Et là où ils ont été très intelligents, c'est qu'en fait c'est une pédale qui en fait moins que le Quad Cortex ou le Kemper, dans le sens où il y a quasiment pas d'effet. Je crois qu'il y a juste une reverb et un compresseur, je crois, et un noise gate, mais ça remplace vraiment que la partie ampli cab micro. Mais du coup c'est beaucoup plus petit, donc vous pouvez le mettre sur votre pedalboard, c'est à peine plus gros qu'un overdrive, et surtout ça vaut beaucoup moins cher, quoi. Je crois que c'est 489 €, je crois, le prix en France. Donc et c'est très intelligent de leur part, quoi. Ouais, et puis c'est des produits qui vont modifier vraiment le paysage, parce qu'on l'a vu, même déjà à l'époque des pods, on a vu les pods être sur scène. Moi, je me souviens d'un photographe avec qui je bossais, qui était allé photographier Metallica, et en fait, qui nous avait dit que les façades d'ampli étaient factices et que derrière, c'était des pods pro à l'époque qui tournaient, alors qu'ils étaient sur scène, quoi. Et en fait, c'est vrai, quid des grands amplis à lampe. Alors, tout le monde trouve ça génial et d'avoir un super ampli à lampe et tout, mais c'est chiant à fabriquer, c'est lourd à trimballer, ça demande de la maintenance. Et c'est vrai que là, on a des solutions en face, tournées avec un Kemper, enfin c'est une petite valisette, tournée avec une Tonix. De plus en plus, peut-être on se trimballe une enceinte pour sonoriser, mais on a de moins en moins besoin en fait des grosses Bertha dont on avait besoin autrefois. Donc ça risque de changer pas mal de choses pour le live, et puis même pour le studio d'ailleurs, parce qu'avoir un backline de super ampli comme ça dans une pédale, ça tue, quoi. Ouais, c'est génial. Puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a la communauté tout autour. C'est le cas du Kemper, mais le Kemper, il y a plein de collectionneurs d'amplis. Oui, t'achètes plein de trucs, toi. Voilà, et qui font des captures, et qui capturent toute leur collection de vieux amplis à lampe et tout, des trucs inconnus, des trucs qui valent des milliers d'euros, qui sont chiants à garder en état de marche. Donc non, ça c'est génial, c'est génial. Donc la Tonix, En tout cas, je vais bientôt, normalement la semaine prochaine, je fais un petit live sponsor là-dessus. Mais vraiment, c'est très intelligent de la part d'IK de sortir ça, parce que ils prennent une techno qui existe déjà ailleurs, mais sauf que là, ils sortent un truc 4 fois moins cher et plus petit, et qui en fait moins. Mais au final, les guitaristes, ils aiment bien avoir les effets sous les doigts, avoir leur pedalboard et tout ça. Donc c'est très
Non, c'est très intelligent. C'est très intelligent d'avoir sorti ça. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis, je voulais aussi aborder le cas de Behringer. Parce que Behringer a fait beaucoup parler, et avec Arnaud, et d'ailleurs on pourra terminer là-dessus, si tu veux, parce qu'après il sera peut-être l'heure d'aller déjeuner quand même. Mais Behringer, alors ça fait beaucoup parler, Behringer, dans les forums évidemment, mais au sein de l'équipe aussi, parce que voilà, ils ont, on va dire, une manière de communiquer, et même parfois ils font des coudes, typiquement là, le swing. Là j'ai ressorti la news, mais clairement le swing c'était une copie, mais... je veux dire, éhonté d'un produit Arturia. Et d'ailleurs, Arturia avait même, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer un peu le problème, parce que Arturia avait même répondu à Behringer, je crois sur les réseaux sociaux, leur dire mais qu'est-ce que vous faites les mecs, c'est pas possible et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que Behringer copie des produits qui existent déjà. Et puis surtout, il y a un autre problème avec Behringer, c'est que c'est les annonces, en fait, avec des produits qu'on pourrait qualifier effectivement de vaporware, comme dirait Yvan sur le chat. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien derrière, c'est juste, ils font une annonce, ils voient si ça mord ou pas, puis après, éventuellement, ils le construisent. Et c'est vrai que du coup, ça fait des annonces, et parfois, c'est pas dispo pendant 2 ans après. Pour tout vous dire, en fait, nous, quand on publie une news sur Behringer, Behringer va faire ça, parce qu'en général, l'annonce, c'est vous vous souvenez de ce synthé qui valait 4000 balles, ou quand on vaut 8000 à l'occasion, ils vont le faire pour 300 balles. Donc en général, tout le monde est excité. À chaque fois qu'on fait une news Behringer, ça fait énormément de discussions. Donc, bon, a priori, tant mieux pour nous, j'allais dire, c'est très bien. Mais il y a un moment, en fait, et on a eu un débat en interne on se demandait si on était pas en train de se faire Donald Trumper, c'est-à-dire d'avoir des gens en fait qui postaient un peu n'importe quoi, et on relayait, et juste ça faisait du bruit pour rien, parce qu'en fait derrière effectivement les produits on les voyait pas toujours, et par exemple de tous les produits qui ont été annoncés en 2022, je crois qu'aucun n'est sorti pour l'instant, à vérifier, ou peut-être un est sorti, et du coup c'est à se demander si on n'est pas limite sur de la fake news et qu'il faudrait attendre. C'est une vraie question en fait qu'on s'est posée en tout cas en interne, en sachant que oui, en plus il y a ce côté très moral de Behringer, où ils ont fait énormément de copies, ils se font pas chier. Alors c'est plus complexe que ça quand même, parce que moi, c'est pas que je les défends, mais malgré tout, il y a des choses qu'ils font bien. Notamment, tu vois, quand ils reprennent, ils font un petit peu ce que fait JHS, hein, c'est-à-dire qu'ils reprennent des vieux coucous, des vieux synthés qui sont plus du tout produits. Ils font vraiment du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'ils recréent les composants, parce que les composants sont même plus dispo sur le marché, en fait. Donc ils sont obligés de les recréer, et parfois même de manière un peu plus, on va dire, un peu meilleure. Et donc ils font pas que de la merde, je veux dire, Behringer. C'est ça qui est un petit peu. Ils ont même fait des synthés originaux. Enfin, il y a même des produits très bien chez eux. Hein. Mais par contre, moi je me souviens d'une fois, ils avaient cloné toutes les pédales Boss. Ils avaient sorti 30 pédales d'un coup. Ils les vendaient à 23 €. Du coup, ils se sont pris un procès de Boss Roland. Ils ont dû retirer les pédales de la vente. Mais bon, le mal était fait, j'ai envie de dire, le temps que le procès arrive. Ils les ont ressortis après, en changeant les couleurs, en changeant un peu les noms et tout, machin. Et est-ce que les pédales, c'est les mêmes? Ils avaient fait la même chose pour les 100 ampes, mais est-ce que à l'intérieur c'est la même? Non, mais en fait, ils bénéficient un peu du marketing, enfin, ils squattent comme ça un peu le truc. Et du coup, oui, c'est pas la boîte la plus morale qui soit, en tout cas, dans sa façon d'avancer dans le business, quoi. Il y a Yvan sur le chat qui dit c'est le chef qui fait de la merde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Behringer, déjà, dans son fonctionnement, c'est-à-dire que Uli Behringer, le boss, est majoritaire. Je veux dire, des parts. Donc oui, en fait, potentiellement, Uli Behringer fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que c'est arrivé plusieurs fois, qu'il communique un petit peu de manière unilatérale sans trop demander à son équipe, et tiens, j'ai envie de poster un truc sur Facebook, je poste un truc sur Facebook pour voir si ça marche ou pas. Sauf que oui, c'est une boîte énorme, et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait que parfois c'est un peu la communication un petit peu lunaire, quoi. C'est que le mec effectivement est un peu en roue libre parfois, quoi. Ouais, et puis il y a eu des histoires aux États-Unis. Il a tenté de faire un procès à des blogueurs, je crois, qui avaient critiqué des produits. Je crois d'ailleurs des histoires de copies, je crois, un truc comme ça, hein. Qui avait été critique vis-à-vis de Behringer, et en gros il les a poursuivis en justice pour ça. Alors heureusement il a été débouté par la justice américaine, mais bon, voilà, on est face à une boîte un peu space quand même. Une personne un petit peu spéciale aussi. Alors il y a Architect qui dit aussi Arturia qui fait ça dans le soft. Alors Arturia
Il y a aussi, effectivement, il y a eu des petites histoires aussi avec Arturia, notamment pour la sortie du Microfreak, où en fait, si je résume un petit peu la situation, le Microfreak, quand ils l'ont sorti, en fait, ils ont utilisé, je crois, des librairies, c'est ça qui était en open source, je crois que des oscillateurs, certains oscillateurs, en fait, c'est EOWave qui avait fait le truc. Non, c'est pas EOWave. C'est pas EOWave, c'est Émilie Gilet. Ouais, voilà, c'est Émilie Gilet. On va me le dire dans le chat. Voilà, Mutable Instrument. Merci le chat. Pardon, je suis désolé. Et donc de Mutable qui avait sorti donc des oscillateurs numériques en open source. Et c'est vrai que bon, apparemment, ils se sont servis. Alors c'est de l'open source, donc a priori, t'as le droit de te servir. T'as le droit de te servir, mais c'est vrai que je crois que voilà, ils avaient avec Mutable, ils n'avaient pas tellement, je crois, prévenu ou ils avaient utilisé leur nom et tout ça. C'est surtout qu'ils avaient utilisé, ils avaient mis le logo Mutable en disant ouais, c'est un synthé fait avec Mutable et tout machin. Et donc Émilie Gilet était obligé de venir en disant non mais moi j'ai rien à voir, je découvre ça. Ils ont utilisé mes trucs en open source, très bien pour eux, mais j'allais dire je n'ai absolument pas participé au design de synthé, qui par ailleurs est très bien le synthé, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a des petits couacs comme ça souvent dans l'industrie. Ça fait parler. Il y a Eric, coucou Eric d'ailleurs, sur le chat qui parle aussi du rachat de Sequential par Focusrite et surtout du décès de Dave Smith. Allez voir d'ailleurs sur Audio Fanzine, on avait tourné justement avec Eric une vidéo sur Dave Smith. Si vous tapez normalement, allez, je le fais devant vous, Dave Smith Audio Fanzine. Il y a aussi, sauf erreur de ma part, qui a aussi racheté Sonox récemment. Donc oui, le groupe Focusrite, ça devient un truc. Alors on l'avait tourné, si je me rappelle bien, avant cette vidéo avec Eric, on l'avait tourné avant le décès de Dave Smith. Je crois qu'on l'avait justement tourné à l'occasion du rachat, il me semble. Eric, confirme-moi, je me rappelle plus exactement. C'était il y a un an, 1er mai 2021, donc non, il y a bientôt 2 ans. Donc voilà, donc allez voir cette vidéo si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Dave Smith évidemment. Et puis oui, ça a été un gros rachat. Un gros rachat aussi, effectivement. Petite parenthèse, je dis juste dans le contexte du mois vert, d'ailleurs, il y a un concours de sampling de field recording où il faut enregistrer la nature autour de vous, votre animal familier, le son du vent dans les arbres, une goutte d'eau qui tombe dans un seau. Un concours de field recording et il y a des lots à gagner. D'ailleurs, des lots assez sympas. Il y a notamment un Zoom H6, je crois. Donc, allez voir ça. Alors, le field recording. Grosse banque. Le field recording, c'est pas enregistrer Michel Field, hein, pour ceux qui. Le premier qui fait ça, qui envoie des paroles de Michel Field, il est banni du fanzine parce que voilà, c'est une blague que j'ai déjà faite. Elle aura le prix de l'humour quand même. Ouais, mais bon. Ce qui sera fait cher, trouver Michel Field, quoi. Ouais, c'est vrai. Faut aller voir ça va pouvoir se retrouver quand même, Michel Field. Non, mais le vrai Michel Field, tu vois. Ah oui. Aujourd'hui, t'imagines? Parce que tu pourrais sampler, tu vois, une vidéo de Michel Field. Oui. Donc, en tout cas, voilà, il y a des chouettes interfaces audio à gagner. Et surtout, l'idée, c'est qu'à la fin, on fasse une grosse banque de sons Creative Commons que vous pourrez utiliser pour vos compos, pour vos intros de sons de la nature. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour le mois vert. Eh bien, écoutez, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui sont en train de manger. Et puis, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Bye.